Je parierais qu'Hitler, qui a failli mettre le monde à l'envers, d'ailleurs, qui l'a troublé, et combien il continue de le troubler, puisque son système se propage un peu partout sous forme de torture imposée à des êtres désarmés. Je parierais donc que Hitler est un être dont l'enfance a été humiliée, et qui a pu prendre une formidable revanche, et qui, à son insu, d'ailleurs, avec tous les dons qu'il avait, mais avec cet instinct primitif qui l'habitait, a voulu que cette revanche fût éclatante. Et il a profité de ce que l'Allemagne tout entière avait le même sentiment, le même désir de revanche après la guerre de 14, où elle avait été vaincue, pour insérer en quelque sorte de sa propre passion dans celle de son peuple, et pour l'entraîner ainsi dans cette aventure qui devait être pour le monde entier une catastrophe irrémédiable. Il y a une légende qui veut que les enfants soient innocents. C'est absurde. L'enfant n'est pas innocent, pas plus qu'il n'est coupable. L'enfant est, jusqu'à un certain degré, spontané. C'est-à-dire que l'enfant, c'est moins bien camouflé que l'adulte, c'est tout. Il est clair que l'enfant apporte au monde tous les appétits de possession, tous les désirs de monopoliser, tout le besoin de valoir, de se faire valoir, d'être admiré, d'être aimé, d'être le premier. C'est tellement classique que je ne vous apprends rien en vous signant le cas d'une petite fille qui est l'aînée, qui a 2 ans et demi et qui s'appelle Nadine, qui est adorée naturellement de sa grand-mère, qui est la première merveille du monde pour ses parents, qui est toujours au premier plan et qui le sait, qui devient une merveilleuse comédienne parce qu'elle ne veut pas perdre une occasion de se faire valoir quand éclate la catastrophe, la naissance d'un petit frère. Pour elle, c'est une catastrophe puisqu'elle devra partager l'attention, partager l'admiration, partager l'affection, partager l'activité. C'est impossible. La grand-mère d'ailleurs qui s'intéresse à elle continue à la choyer, mais un jour la grand-mère s'oublie, voit qu'elle porte ses caresses sur le petit garçon, et tout d'un coup, elle se sent violemment mordue par la petite fille qui lui rappelle son existence. C'est tellement classique que l'on publie des livres remplis de tels exemples où l'enfant, mettons la petite fille qui entend vanter les beaux yeux de sa petite sœur, prend du vitriol pour les détruire afin qu'il n'en soit plus question. Pour prendre un exemple moins sensationnel, c'est de nouveau l'aînée, Claire Lise, qui est très précoce, qui fait l'émerveillement de tout le quartier, et à laquelle arrive le même malheur, la naissance d'une petite sœur. Alors sa mère, qui a tout de même un tantinet de psychologie, veut l'apprivoiser avec la nouvelle-née. Elle la fait venir à la maternité afin qu'on rentre ensemble à la maison. Mais la mère ne va pas jusqu'au bout de son intuition. Elle met l'aînée à côté du chauffeur. Elle garde la nouvelle-née avec soi. Et la petite fille sent le mur qui la sépare de sa mère. Sa mère est déjà toute à sa petite sœur. Elle est séparée d'elle à côté d'un chauffeur. Alors, lorsqu'on arrive à la maison, la petite fille se précipite de tout son élan, à peine la portière est-elle ouverte, de manière à tomber, à se blesser, à saigner, pour qu'on s'occupe d'elle. Naturellement, tout cela va être réprimé par l'éducation, on va camoufler tout cela, on va apprendre les formules d'humilité, les formules de générosité, mais ça ne remédiera à rien. On portera au fond de son cœur cette rivalité, cette jalousie, ce besoin de primauté, qui fera de tel monsieur un président du conseil, d'un autre un cardinal ou un évêque, mais chacun ira dans le sens de sa revanche. Sans qu'il s'en doute, il y a des gens qui entrent à l'académie avec l'habit vert et un chapeau à plumes, simplement pour prendre leur revanche d'une enfance humiliée dont ils ne se souviennent même pas. C'est l'inconscient qui mène le monde, et comme je le disais, c'est le conscient qui écrit l'histoire, mais c'est l'inconscient qui l'a fait.